Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une heure d'émission, c'est Questions aux sénateurs. Si jamais c'est la première fois que vous assistez à cette émission, eh bien bienvenue. Qu'est-ce que c'est le principe de cette émission? On a une heure de discussion avec un sénateur où vous pouvez poser toutes vos questions directement dans le chat. On a le chat sous les yeux juste ici, je l'ai aussi sur ma tablette et donc je vais remonter toutes vos questions et les poser directement au sénateur qu'on a aujourd'hui. Le sénateur qui est avec nous aujourd'hui, c'est Jean-Marc Gabouty. Bonjour. Merci d'être présent. Désolé pour le retard d'ailleurs, on tient, il y a eu des bouchons à l'arrivée. La circulation est difficile. Voilà. Il y a eu quelques bouchons, mais parce que c'est vrai qu'on n'est pas à Paris, alors on est dans la banlieue parisienne, on est à Ivry-sur-Seine chez O-Gaming et c'est une émission d'Acropolis de Public Sénat. Vous jouez un peu aux jeux vidéo ou pas tant que ça? Non, je joue pas. Moi, je suis génération baby-foot. Ce qui est très bien aussi. Et flipper, voilà. Non, je regarde mes petits-enfants jouer aux jeux vidéo. Vous savez à quoi ils jouent ou pas? Non, vous connaissez pas le nom des plein trucs. De choses. Alors si, on joue de temps en temps sur des jeux de sport, du style les écrans tennis, voilà. Mais ensuite, quand ils partent sur leurs jeux, les Game Boy et autres, Game Boy, c'est déjà vieux. Hein, c'est vrai, c'est déjà fait. Vous suivez un peu, donc je suis, mais je regarde, mais je participe pas. Parce qu'on est diffusé sur une plateforme qui s'appelle Twitch, qui est une plateforme de diffusion de jeux vidéo à l'origine, mais où on a aussi de plus en plus de politique, d'autres sujets. Donc là, c'est l'occasion d'avoir une discussion politique, en tout cas sur l'actualité avec vous, puisque vous êtes sénateur. Je vais vous présenter assez rapidement. De toute façon, on va reparler de ce que vous faites ensuite. Pour faire très simple aujourd'hui, vous êtes vice-président du Sénat, vous êtes membre de la commission des finances, vous avez été maire de Couzet. Est-ce que je prononce bien le Couzex. J'ai eu un doute sur la prononciation. En Haute-Vienne de 2014 à 2017, mais vous n'avez pas toujours été… De 1995 à 2017. Ah, vous avez votre dernier mandat, j'imagine, qui était de 2014 à… 2014-2017, c'est le dernier mandat, mais j'ai été maire pendant 22 ans. Oui. Bon, et donc voilà. Et donc, c'est intéressant parce que vous avez eu, là aujourd'hui vous êtes un homme politique, mais vous avez commencé en tant qu'imprimeur, c'est ça, et vous l'êtes encore aussi… Je dirige toujours un groupe. Maintenant, je travaille plutôt avec mon fils que l'inverse, mais je préside toujours un groupe dans les arts graphiques où il y a de l'imprimerie, du pré-presse et également du routage. Voilà. Et vous êtes encore aujourd'hui, vous travaillez encore au sein de cette… Je suis encore en fonction, oui. C'est important pour vous de… J'y consacre à peu près une bonne journée par semaine. D'accord. C'est important pour vous de garder ce lien avec le milieu professionnel, avec le monde de l'entreprise? Je crois que ça permet de rester dans la réalité économique et du fonctionnement des entreprises, de même que rester élu local. Je reste simple conseiller municipal, maintenant dans ma commune. Bon, j'étais à des réunions de repas d'anciens, de matchs de football il n'y a pas très longtemps. Ça permet de rester à proximité de ses concitoyens et de la réalité sociale et économique du pays. Sinon, si on décolle… Dans les salons parisiens, on peut facilement décoller, même si on a eu une expérience de terrain. À un moment donné, c'est-à-dire qu'on ne perçoit plus les réalités. Ouais, alors je rappelle pour ceux qui sont là, parce que vous êtes déjà plus de 1000 et ça fait que monter, là on va afficher dans quelques instants, ça l'est pas encore, mais dans 2-3 secondes le chat sur cette télévision qui est juste devant nous et c'est aussi derrière nous, donc on va prendre vos questions. Vous êtes très nombreux aujourd'hui sur le live, donc c'est l'occasion de poser directement vos questions, n'hésitez pas, si jamais on ne les prend pas tout de suite, on les prendra au fur et à mesure, ce sera sur cette tablette et après je pourrai vous les poser. Peut-être déjà pour commencer, évidemment dans l'actualité, il y a beaucoup de choses ces dernières semaines, je pense que vos journées sont assez chargé, assez mouvementé pour une fin d'année. Il y a évidemment le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que vous êtes Gilets jaunes? Non. Non? Non. Est-ce que vous vous sentez proche des Gilets jaunes? Non. D'accord. Pourquoi? Je ne me sens pas proche. Alors, si vous voulez, moi, je n'ai aucune animosité à l'égard des Gilets jaunes. C'est l'expression d'un malaise dans la société qui n'est pas né il y a quelques mois ou avec Emmanuel Macron. C'est les dérives centralisatrices de notre société qui sont, je crois, un petit peu à l'origine de tout ça. Le manque de proximité, plus un certain nombre de mesures, et c'est la dernière mesure qui fait déborder la goutte d'eau, qui fait déborder le vase, et qui a créé ce mouvement. Donc le mouvement, il faut essayer de le comprendre. Au début, dans les Gilets jaunes, il y a eu des gens tout à fait de bonne foi, avec de bonnes intentions, qui avaient simplement envie de protester, avec une opération peut-être involontaire, mais une opération marketing extraordinaire. Comment, avec le gilet jaune, le symbole, gilet jaune et la voiture. Comment voulez-vous trouver mieux que le gilet jaune et la voiture? Tout le monde en a un. Je ne sais pas si celui qui a pensé, je dirais, sera recruté ensuite au niveau marketing, mais il faut reconnaître que c'est
c'est un coup génial sur ce plan-là. Bien sûr. Ensuite, vous avez eu des infiltrations par des mouvements politiques, vous avez eu des idéalistes, vous avez eu voilà, des gens qui veulent un petit peu tout et le contraire. Donc il y a eu un peu d'irresponsabilité. Et puis il y a des choses graves, c'est-à-dire que la nature du mouvement, sans que les personnes individuellement en soient responsables, crée un bilan qui est quand même assez dramatique, dont on ne parle pas trop. 8 morts, 1500 blessés, enfin je veux dire que c'est du jamais vu dans notre pays pour des manifestations à caractère social. Je crois que moi je respecte le droit de manifester, et non seulement je le respecte, mais je pense que c'est un droit fondamental que nous avons dans notre société. Mais le fait de ne pas vouloir déclarer l'endroit où on manifeste, de ne pas demander d'autorisation... Changer au dernier moment, on dit au champ de Changer Mars, au dernier moment, donc il y a eu des incidents... Des accidents, puisque c'est tout à fait involontaire. Il n'y a pas eu, il n'y a pas eu de violence policière ou de violence de gilets jaunes les uns sur les autres, mais il y a quand même eu 8 personnes qui sont décédées accidentellement. Parce que c'était un petit peu la pagaille. Avant de continuer sur les gilets jaunes, parce que je sais qu'il va y avoir pas mal de questions là-dessus, il y a une question, et c'est vrai que dans la présentation j'aurais pu en parler, de Levic qui demande de quel parti vous êtes. Donc vous êtes membre du mouvement radical, et ça mérite peut-être une question, parce que le mouvement radical aujourd'hui, on a à sa tête notamment Sylvia Pinel, qui était candidate à la primaire de gauche. Non, c'est ce qu'elle est... Oui, tout à fait. Non, mais il y a. Et vous êtes plus, vous avez soutenu Alain Juppé, et vous êtes plus sur une ligne Alain Juppé, macroniste. Alors, si vous voulez, il y a Sylvia Pinel, il y a Laurent Hénart, qui sont les 2 coprésidents actuellement du mouvement radical, qui vient de réunir la famille radicale entre radicaux de gauche le PRG, et radicaux valoisiens. On s'était séparés dans les années 70 au moment du programme commun, et nous avons quand même beaucoup de valeurs et d'idées en commun. Donc c'était l'occasion, dans ce grand chamboulement politique, de se réunir. C'est une phase transitoire, mais l'origine de mon engagement radical, c'est des idées qui, à mon époque, lorsque j'étais jeune, entre guillemets, étaient novatrices. C'était Jean-Jacques Servan-Schreiber avec... je dirais le défi américain, avec la décentralisation, la régionalisation, c'était le modernisme des années 70. Pour les jeunes qui regardent, là du coup, s'il faut définir un mouvement radical, vous placez ça où sur l'échiquier politique? C'est quoi les grandes tendances qu'on pourrait mettre avant de revenir après sur les gilets jaunes pour que tout le monde... C'est, si vous voulez, l'équilibre entre la solidarité... et le progrès et l'efficacité et le progrès économique. Il faut trouver cet équilibre à la fois social. Sur le plan sociétal, c'est un mouvement qui défend très fortement les principes de laïcité. C'est un mouvement laïque. Des gens qui peuvent avoir des religions, qu'elles soient catholiques, protestantes, juives, musulmans. On a ces religions au sein du mouvement radical, mais on est très attaché au principe de laïcité qui est vraiment notre tronc commun. Et ensuite, principe de décentralisation, principe de liberté individuelle. Voilà, donc c'est un tronc de valeurs qu'on a toujours défendu et qui respecte la position des uns et des autres. C'est-à-dire que c'est des mouvements, quand vous n'êtes pas d'accord avec la majorité, c'est pas pour ça que vous êtes marginalisé. On a le droit d'avoir une pensée individuelle. On n'est pas là pour réciter un programme et endoctriner des masses. Voilà. Bon, très bien. Je pense qu'au moins c'est plus clair pour ceux qui regardent ça. Pour revenir du coup aux gilets jaunes, est-ce qu'il y a des gilets jaunes chez vous? Est-ce que vous avez pu discuter avec certains gilets jaunes depuis le début du mouvement? Moi, j'ai eu l'occasion d'avoir des contacts avec des gilets jaunes, pas de manière officielle. Il y a un contact officiel qui m'avait été demandé, auquel je me suis rendu disponible et qui finalement ne s'est pas fait. Mais j'ai eu des contacts effectivement individuels avec des gens qui étaient gilets jaunes, qui revenaient de... Et qu'est-ce qu'ils vous disent? C'est quoi ce qui ressort le plus en termes de revendications, en termes de... Ce qui vous semble le plus urgent? Au départ, si vous voulez, c'était quand même... Il y a 2 choses, me semble-t-il. Et d'ailleurs, on a bien vu que les gilets jaunes venaient surtout des territoires et des territoires ruraux. Gilets jaunes originaires de la région parisienne, vous voyez bien. C'est région contre Paris, enfin contre il y a un petit peu grande ça. ville. C'est je dirais l'impression d'être marginalisé, d'être déclassé parce que on est dans des territoires où on trouve peut-être moins de services publics, où il y a moins de proximité. Je crois que la perte de pouvoir des maires a joué un rôle qui n'est pas positif non plus. Et puis le problème de taxes et de pouvoir d'achat, où à un moment donné, les gens disent on s'en tire plus et
et le dernier mouvement qui a été fait par le gouvernement au cours des 2 dernières années, qui je crois est essentiel pour le redressement de notre pays, n'a pas forcément été compris et n'a pas forcément été fait dans le bon ordre. Hein, là, ils sont en train je dirais, de se rattraper, de rectifier. Mais autant moi je soutiens ce mouvement de réforme, autant je pense que voilà, ça n'a pas été fait de manière à être compris et accepté par les Français, et ça a créé ce débordement. Mais qu'est-ce que vous en pensez de Gilles Legendre, de cette déclaration qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux, et je reviens là-dessus parce que certains l'ont sûrement vu, sur Public Sénat il y a peut-être 2 jours, 1 ou 2 jours, où il dit que, en gros, La République En Marche a été trop intelligente, trop subtile, trop technique. Qu'est-ce que... C'est très... Moi, je ne connais pas très bien Gilles Legendre. Président du groupe La République En Marche. Non, mais je précise pour compris, à l'Assemblée nationale. Ouais. Bon, c'est très techno-parisien. Voilà, donc il s'en est pas rendu compte, mais non, c'est pas que c'est subtil, c'est que c'est pas... Le calendrier n'était pas bien adapté. Si vous voulez, au niveau du pouvoir d'achat qui a été distribué aux Français au cours de la dernière année, ça a été distribué par petits morceaux, c'est-à-dire qu'on baisse les charges, un bout au mois de janvier, un bout au mois d'octobre. La taxe d'habitation, c'était le 15 novembre. Bon, il y a quand même 3,2 milliards le 15 novembre qui a été mis sur la table. Mais tout ça a été éparpillé, donc les Français ne l'ont pas perçu comme quelque chose de plus massif et symbolique. Et de l'autre côté, ils ont vu qu'il y avait des avantages qui pouvaient être accordés aux entreprises. Et donc, le sentiment d'injustice fiscale s'est renforcé. Pas à juste titre, mais il s'est renforcé. La réalité, c'est qu'il s'est renforcé. Il y a eu des problèmes de communication quand même au sein du gouvernement ces derniers jours, sur l'annulation, le nombre de va-et-vient sur plein de mesures, ça n'aide pas, j'imagine aussi, les Français à y voir plus clair et à savoir concrètement ce qui va se passer quand, au sein même du gouvernement, il y a des démentis entre ministres. Oui, parce que autant le président de la République arrive, me semble-t-il, à s'élever dans sa communication, autant parfois au niveau du gouvernement, c'est uniquement des explications, c'est une approche technique. Hein, on peut avoir techniquement raison et politiquement tort. Je vais vous prendre un exemple. Simplement, les dons pour la rénovation du patrimoine, le loto du patrimoine, qui a été lancé avec Stéphane Bern, etc. Bon, le gouvernement veut laisser une taxation sur le loto du patrimoine, ce qui... techniquement se défend, il n'y a pas de raison. Mais sur cette action-là, les Français ne veulent pas, s'ils donnent pour le patrimoine, qu'il y ait 1 centime qui aille dans les caisses de l'État. Et je le comprends. Comme pour la hausse de la taxe sur le carburant, c'est la même chose. C'est un peu différent. Mais là, il y a bien une partie qui va dans le budget. Oui, il y a une partie qui va dans le budget de l'État. Mais là, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'intérêt national, c'est pas une consommation, c'est un don. Enfin, je veux dire, voilà, on donne de l'argent. Donc les gens ne veulent pas qu'il y ait une partie qui aille dans les caisses de l'État en disant si on donne pour le patrimoine, on veut que ça aille à 100% sur le patrimoine. Donc, techniquement, le gouvernement a eu raison de dire on laisse une taxe dessus, etc. Il n'y a pas de raison que ce soit différent des autres. Mais politiquement, c'est pas recevable. Hein. Je veux dire que les gens ne... Voilà, je crois que c'est ce genre d'erreur qui a nui à la lisibilité d'une politique gouvernementale qui est sans doute techniquement assez bonne, mais qui politiquement est assez mal présentée. Ouais. Et alors justement, vous aviez été reçu par Édouard Philippe il y a quelques jours, si je ne dis pas de bêtises, au plein cœur du mouvement des Gilets jaunes. Qu'est-ce que vous lui aviez dit ? Alors non, moi je n'ai pas été reçu par Édouard Philippe, c'est des maires des Yvelines qui ont été... Vous n'avez pas été reçu par... Récemment, non, mais on le voit régulièrement, si vous voulez, au Sénat. Et moi, j'ai posé une question au gouvernement il y a peu de temps. Et j'avais demandé à l'époque, alors c'était avant le 17 novembre, j'avais demandé quels étaient... le gouvernement dit on veut favoriser le travail. Ok, c'est vrai, et c'est sincère, et c'est vraiment leur ligne. Sauf que sur certains territoires, l'augmentation des carburants revenait à pénaliser justement les gens qui vont travailler et qui ont des distances relativement importantes et qui n'ont pas de transport en commun. Donc, les gens qui travaillaient étaient plus pénalisés par l'augmentation du prix des carburants que par ce que le gouvernement faisait par ailleurs en baissant les charges, les retenues sur les salaires. Donc, j'avais demandé quelles sont les mesures d'accompagnement, etc. Et on m'avait répondu par des mesures écologiques, c'est-à-dire que sur le sujet, si vous voulez, dans le temps, le gouvernement était décalé. Le gouvernement a fait parfois de bonnes réponses, mais il les a fait avec une semaine de décalage, ce qui fait que ça tombait à plat. C'était trop tard. C'est ce que vous pensez que, oui, typiquement, le mouvement des Gilets jaunes a pris
parce que le gouvernement n'a pas été assez réactif? C'est un manque de réactivité dans les mesures? Alors, et dans les... on ne peut pas refaire l'histoire, on ne peut pas refaire le match, comme on dit. Mais je veux dire que il n'est pas certain que ce mouvement ait pris cette ampleur s'il y avait eu une anticipation, s'il y avait eu les bonnes réponses au bon moment. Mais très franchement, ce mouvement des Gilets jaunes, dans son ampleur, personne ne l'a vu venir. Il y en a qui disent, mais non, on l'a dit, on l'avait dit, on avait prévenu, etc. Mais il faut être honnête, moi je ne l'ai pas vu venir dans cette ampleur. Le mécontentement, on pouvait sentir qu'il y avait des mécontentements dans certains domaines, mais dans cette ampleur, ni les politiques, ni les syndicats, ni les politologues et sociologues qu'on voit sur les plateaux de télévision, personne ne l'a vu venir dans cette ampleur. Voilà, donc je veux dire qu'il y a eu le président de la République non plus d'ailleurs, il faut être honnête. Donc il faut être modeste en la matière, il faut en tenir compte parce que c'est un mode d'expression alors qui est lié un peu à notre société puisque sans les réseaux sociaux, ce mouvement n'aurait pas pu exister. Vous faites la même chose en 2001, ça ne marche pas. Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc ils ont réussi à dépasser les cadres traditionnels, on va dire, de mobilisation, les syndicats, les partis aussi, pour créer un mouvement qui part. Absolument. Bien sûr. Alors, pour ceux qui nous rejoignent et qui ne savent pas ce qui se passe aujourd'hui, on est avec, du coup, un sénateur qui est avec nous, Jean-Marc Gabouty, et on parle d'actualité, de plein de sujets. On va aussi peut-être parler un peu du rôle du Sénat ensuite. Et donc, vous pouvez poser directement vos questions. Je les ai là, elles sont ajoutées au fur et à mesure sur la tablette, et on les voit aussi sous les yeux. Donc, je vais poser directement ensuite vos questions. Juste avant, pour finir un petit peu peut-être sur les Gilets jaunes, il y a une revendication qui est revenue ces derniers jours, c'est le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Qu'est-ce que vous en pensez du RIC? Dans l'idée, c'est quelque chose d'intéressant? Alors, ça existe déjà. Il y a déjà c'est le référendum d'initiative partagé. Partagé, mais si vous voulez, lorsqu'il a été mis en place, il a été mis avec des conditions d'accessibilité qui fait qu'il ne peut pas se mettre en route parce qu'il faut 4,5 millions. C'est ça. 4,5 millions de citoyens et de signatures et 180 parlementaires. Moi, je ne suis pas pour le tout référendum. Qu'on consulte les Français sur tout et n'importe quoi, non. Moi, je suis pour une démocratie représentative, mais je veux dire, avec un équilibre, une démocratie participative aussi, qui peut s'affirmer. Il faut trouver l'équilibre entre les deux et que sur un certain nombre de sujets, on puisse consulter les Français ou les Français puissent réunir suffisamment de signatures pour faire une proposition de loi. Je trouve que le principe est bien, mais il faut l'encadrer. Alors, est-ce que c'est 1 million de signatures, 500 000, 700 000 ? Je crois que c'est un peu dans cette fourchette. 4,5 millions, c'est dire on met 4,5 millions pour que ça n'arrive jamais. C'était pas très bon. Mais c'est un peu dans une fourchette. Moi, je n'ai pas fait d'évaluation entre 500 000 et 1 million. Est-ce qu'il faut l'accompagner d'un portage parlementaire, une caution parlementaire ou pas? C'est à débattre. Moi, j'ai pas d'idée arrêtée. Et c'est vrai qu'il y a aussi des divergences sur donc, le mode de fonctionnement en France. On voit qu'à l'étranger, il y a aussi des fonctionnements différents. Dans certains pays européens, parfois c'est seulement consultatif, parfois ça a vraiment un impact immédiat. Alors, c'est aussi la question. Il faut à la fois les conditions d'accès, les thèmes qui peuvent être traités. Est-ce qu'on traite tous les thèmes? Ça peut être dangereux. La question de la peine de mort, notamment, est souvent revenue. Est-ce que peine de mort ou autre sur l'immigration, je suis pas sûr que voilà, on ait les réponses. Donc ça peut être dangereux. Et ensuite de savoir si c'est consultatif ou si ça vaut décision, si ça vaut loi. Donc il faut que la question soit validée auparavant par le Conseil constitutionnel, parce qu'on ne peut pas faire un référendum sur un texte qui serait anticonstitutionnel. Alors moi je crois que d'abord l'accessibilité. Si on baisse le nombre de signatures, il faut qu'il y ait des parlementaires. Si on augmente le nombre de signatures, on peut ne pas avoir de parlementaires, c'est-à-dire ça pourrait être 500 000 personnes avec une centaine de parlementaires, ou 1 million de personnes sans parlementaires. Un équilibre à trouver. Pour éviter toute ambiguïté, moi je serais plutôt partisan que ça se fasse sans parlementaires. Parce que dans le climat actuel, les parlementaires, entre guillemets, s'ils veulent mettre en avant dans un processus, c'est suspect. Donc, allons-y, sans parlementaire. Mais à ce moment-là, il faut probablement 1 million de signatures. 1 million de signatures. Et non, c'est la question, c'est aussi, est-ce qu'une des dimensions qui est remontée, je sais que Jean-Luc Mélenchon notamment l'a proposé, mais je pense que ce n'est pas le seul, c'est de permettre avec le RIC de révoquer un élu, notamment potentiellement le président de la République. Qu'est-ce que vous en pensez de cette dimension qui est un peu nouvelle de pouvoir révoquer un élu avec le RIC? Non, moi je suis contre. Je suis contre parce que, si vous voulez, un élu, dans son parcours, à un moment donné, peut très bien
je dirais, à un moment de son mandat, être minoritaire ou en position difficile, et puis se retrouver 2 ans après, je dirais, validé parce qu'il a fait les bons choix. Je pense que parfois, il faut que les élus puissent faire aussi des choix courageux qui ne correspondent pas toujours à ce que souhaite l'opinion publique à un moment T. Je dirais que c'est même le sens des responsabilités, de dire ça, je le fais pour l'intérêt général. Je sais qu'il y a une majorité de Français ou une majorité d'électeurs dans ma commune qui ne sont pas d'accord. Moi, dans ma commune, quand j'étais maire, il y a des moments où j'ai pris des décisions qui n'étaient probablement pas approuvées par une majorité, mais ils m'ont exprimé leur désapprobation ou leur approbation, plutôt leur approbation parce que j'ai souvent été très bien réélu, au bout de quelques années, lorsqu'on voit le résultat je dirais, de l'action qu'on a engagée, qui sur le moment peut être contestée. Donc il y a un risque, il y a un risque, ce que vous dites aussi, d'instabilité avec le RIC s'il est utilisé à tout va pour. Il y a un risque d'instabilité et d'aller dans le sens, vous savez, aller toujours dans le sens du vent, c'est pas forcément, je dirais, une bonne politique ou des bonnes décisions. Ça peut être aller dans le sens de la facilité à un moment donné. Ensuite, je crois qu'il y a une autre condition qui existe dans certains pays, c'est que pour que le résultat d'un RIC soit validé, il faut qu'il y ait un minimum de participation. Oui. Parce que si vous faites un RIC avec un score à 49-51, avec 20% de participation, ça ne fait jamais que 10% de la population qui l'auront approuvé. Donc il faut faire attention, voilà, il faut mettre certaines barrières, certains encadrements. Même si en soi, c'est une problématique. Alors c'est un problème, mais c'est un problème qu'on a aussi pour les élections en réalité, dans le sens où on peut avoir des élections avec très peu de participation et un 51-49. Mais moi, je suis favorable, si vous voulez, je suis favorable au vote blanc, parce que je trouve que mais non seulement le vote blanc qui soit fait, mais qu'il soit comptabilisé dans les résultats. C'est-à-dire quelqu'un qui est au premier tour fait 51% des voix. Si on n'inclut le vote blanc, il peut ne faire que 40. Et à ce moment-là, il n'est pas élu au premier tour. Je suis que pour le vote blanc soit considéré comme un suffrage exprimé. Comme un vote. Parce que lorsqu'on a 2 candidats, ou 4 ou 5 candidats, on n'est pas obligé de vouloir voter pour l'un des 5, et on peut, je dirais, émettre un vote en disant « je n'en veux aucun de ceux-là, donc je vote blanc ». Donc je crois que c'est une liberté qu'on doit donner aussi aux électeurs. Ça. Alors prenez votre café parce que je sens que vous voulez le prendre depuis tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Donc là il y avait 2-3 questions sur de l'Auvergnat Relou et de Caradouille sur le RIC. Donc j'espère qu'on a pu répondre. Nicolas M qui demande sur le vote blanc, ça a un peu fait réagir. Et si le vote blanc arrive en tête, on met qui? Comment ça fonctionne du coup? Si le vote blanc arrive en tête par rapport aux autres candidats, il y a une nouvelle élection qui est faite ou comment ça se ferait? On peut imaginer qu'un vote blanc majoritaire génère une nouvelle élection. Oui, c'est une réflexion qui est pleine de bon sens. Je veux dire que le vote blanc arrive en tête, qui on met, oui, d'accord. Le second et le troisième ont encore quelques espoirs, mais ont quand même du souci à se faire. Oui, totalement. Alors on avance un peu sur les autres sujets. Peut-être déjà une dernière question un peu sur les Gilets jaunes. Vous, en tant que sénateur, parce que vous êtes sénateur, là on parle d'actualité, mais c'est dans votre quotidien, vous êtes sénateur, est-ce que votre travail parlementaire est bouleversé par les annonces successives du gouvernement? Est-ce que là, le mois dernier, vous avez senti un changement dans votre agenda, dans votre programme? Comment ça se déroule en fait? Dans la manière de travailler, forcément, parce que si vous voulez, nécessairement, l'obligation qu'a eu le président de la République d'annoncer des mesures fortes et importantes, 10 milliards d'euros, c'est pas négligeable. Le mettre en musique dans les textes de loi, dans les textes budgétaires en quelques jours, c'est forcément perturbant et forcément... alors ça demande à être innovant, alors ça va être soit de l'innovation, soit du bricolage. Ça va être un peu une association des deux. Donc c'est un peu compliqué parce qu'on a des structures administratives et des procédures qui sont relativement lourdes. Et le président de la République, il ne se promène pas avec un carnet de chèques dans sa poche. Voilà, donc ça ne marche pas comme ça. Donc, comme on a des systèmes qui sont relativement lourds, la mise en œuvre est forcément complexe, ce qui peut expliquer d'ailleurs les différents couacs qu'on a pu noter dans la traduction des annonces du président de la République par les ministres ou par le gouvernement. Mais c'est effectivement assez complexe. Et mon idée, si vous voulez, sur les Gilets jaunes, ce que je voulais dire, je vous ai dit, je n'ai pas d'animosité, mais je n'ai pas de sympathie pour le mouvement,
Néanmoins, je pense qu'il y a un vrai problème qui a été soulevé, qui est dans notre pays le partage de la richesse. Il ne faut pas prendre de l'argent aux plus riches pour les donner aux plus pauvres. Par contre, il faut effectivement élever le niveau de ceux qui ont les moyens les plus modestes. Et il y a plusieurs méthodes pour ça. Pour ceux qui travaillent, il faut continuer à développer l'intéressement. Une entreprise qui gagne de l'argent, il faut que ces résultats puissent être partagés entre les salariés, l'investissement et les actionnaires, c'est normal. Et puis, lorsqu'on parle pouvoir d'achat, il faut quand même regarder que le principal impôt en France, c'est la TVA. Il faut regarder un peu le panier de la ménagère. Aujourd'hui, les produits alimentaires bénéficient d'une TVA à taux réduit à 5,50. Mais il y a tout un tas de produits de première nécessité qui bénéficient pas de ce taux, qui sont à 20%. Le papier toilette, les couches pour nourrissons, voilà. C'est-à-dire que moi, je suis pour que, très sérieusement et à froid, une fois le coup de chaud passé, on se penche et que les produits de première nécessité puissent bénéficier de taux de TVA plus réduits. Et ce sont effectivement les familles les plus modestes qui en profiteront en premier. D'accord, voilà. Effectivement. Mais donc concrètement, d'un point de vue très concret, là, l'idée c'est de boucler le budget, etc. Vous allez travailler entre Noël et le Nouvel An. L'idée c'est de finir ça avant. Non, c'est bouclé vendredi. Et il y aura sûrement des choses à reprendre en début d'année sur des projets de loi de finances rectificatives, etc. Ou des choses qui pourront être sur les GAFA, là, les 500 millions d'euros que le gouvernement espère. Que Bruno Le Maire a annoncé. Ce qui a été une accélération. Donc, si vous voulez, l'effet gilet jaune, en dehors des aspects négatifs, peut avoir aussi des effets positifs. Il y a eu une accélération d'un certain nombre d'intentions, sous la pression finalement. Et donc, ça, on va probablement le rattacher à la loi Pacte, qui est la loi sur les entreprises. Donc le rattacher à un autre véhicule législatif pour l'entériner au premier trimestre. Et ça donne un rythme, parce que là on a vu que l'Assemblée a fini vers 6h, il me semble, cette nuit, 6h du matin. 6h du matin, c'est un rythme que vous avez aussi, et comment vous le... Ça nous est déjà... Non, nous on ne va pas avoir 6h du matin, mais c'est nous est déjà arrivé, alors très, de manière un petit peu... C'est presque un clin d'œil. Moi, lorsque j'ai fini à 5h30 du matin un jour... Un texte, c'était dans la loi Macron. Lorsque Emmanuel Macron était ministre de l'économie, on a fini à 5h30 du matin. Bon, c'est spectaculaire. À la fin, c'est moyennement sérieux parce que, est-ce que vraiment on travaille bien à 4h ou 5h du matin ? Je suis pas. Moi, j'aime bien la nuit, mais bon, tout le monde n'a pas le même, je dirais. Je fais souvent les séances du soir. D'accord. C'est ça. Et tout le monde n'a pas, donc il faut quand même être raisonnable. Voilà. Ouais, bien sûr. Alors j'en profite pour remercier Saïd Oméli pour un subprime. Alors ça paraît très un gros charabia ce que je viens de dire. C'est quelqu'un qui fait un don en fait pour soutenir la chaîne Acropolis, qui du coup diffuse le live. Donc merci à toi Saïd Oméli pour ça. Donc voilà, on continue un peu sur les questions parce que là j'ai vu qu'il y a beaucoup de questions que vous avez fait venir directement sur le chat et elles sont toutes sur la petite tablette. Voyons voir. Par quoi on va commencer ? Si, moi j'avais une question avant qu'on en vienne à celle-ci. Vous avez proposé un amendement qui a été adopté visant à soumettre les sportifs de haut niveau, notamment donc, les joueurs de foot de l'équipe de France, mais c'est tous les joueurs qui jouent en sélection nationale, les soumettre à l'impôt sur le revenu, même s'ils habitent en Espagne ou enfin, dans un pays étranger. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu de comment c'est venu ? L'idée, elle est valable, il faut qu'elle s'applique aussi bien aux professions libérales, aux chefs d'entreprise, aux stars du show business et aux sportifs de haut niveau. Moi, je ne fais pas de différence entre. Mais la différence, si vous voulez, c'est que quand on est sportif de haut niveau, on représente un pays, on représente la France, et quelque part, on tire aussi un peu sa notoriété d'être dans une équipe nationale avec tout ce que ça représente. Donc, sous réserve des conventions internationales, que lorsque ces sportifs, il faut simplement vérifier qu'ils sont en règle sur le plan fiscal. C'est-à-dire que s'ils sont en France et qu'ils payent bien leur impôt, qu'ils ne fassent pas une délocalisation fiscale à l'étranger. Si par contre, je vais prendre le cas par exemple de quelqu'un comme Tony Parker, qui a fait tout son parcours aux États-Unis. Que Tony Parker, qui habitait aux États-Unis, qui jouait dans des équipes américaines, il vient de changer cette année pour la première fois, qu'il paye ses impôts aux États-Unis, on ne peut pas le lui reprocher. Si vous voulez. Mais celui qui, je dirais, qui joue en France et puis qui a son domicile fiscal en Suisse, ben non, voilà. Alors on ne peut pas l'obliger, mais
pour les gens qui sont sélectionnés, il faut simplement vérifier. C'est-à-dire, pourquoi j'ai fait ça? Parce que je pense que les sportifs de haut niveau, comme les gens dans le show business, bon, malheureusement, c'est peut-être pas bien de le dire, mais pas plus Johnny Hallyday qu'Aznavour n'était, je dirais, des modèles en matière de fiscalité au niveau français. Mais ce sont des gens qui ont une importance dans notre société, qui sont des modèles, qui inspirent notamment les jeunes générations. Donc il faut qu'ils montrent la voie, je dirais, et qu'ils soient rigoureux sur le plan fiscal. Donc, pour comprendre, ça concerne... C'est l'exemple. Hein. Je veux dire que si Johnny Hallyday ou d'autres, je ne veux pas faire une citation, le pauvre, il est bon. C'est trop tard. Mais c'est trop tard. Voilà. Mais enfin bon, apparemment, il y a des problèmes derrière qui se gèrent. Oui. Mais je veux dire que c'est l'exemplarité. Hein. Je veux dire que si vous avez quelqu'un qui est adulé par le public et dont on sait très bien qu'il triche sur le plan fiscal, je veux dire que la tricherie finit par faire partie de l'adulation. Donc on trouve que finalement c'est normal. Donc pour comprendre, ça ne concerne pas un joueur comme Antoine Griezmann qui joue à Madrid et qui habite du coup à Madrid, ça concerne surtout... Ça concerne un joueur de tennis par exemple qui est en Suisse et qui joue en équipe de France. Griezmann, il faut vérifier. Il y a des conventions internationales pour qu'il n'y ait pas de double imposition. Mais qu'il n'y ait pas de double non-imposition. Oui. Voilà, il faut faire attention, il faut bien préciser. Ça va dans les deux sens. Donc, Griezmann, il faut vérifier qu'il paye correctement ses impôts en Espagne et qu'il n'a pas délocalisé, s'il n'est pas délocalisé fiscal à Jersey ou aux îles, je ne sais pas quoi, aux Barbades. Bon, voilà. Bien sûr. Donc, il faut simplement une vérification, ce n'est pas une suspicion, c'est une vérification. Les gens qui portent le maillot de l'équipe de France doivent être exemplaires et sur le plan fiscal, il faut simplement vérifier que leur situation est en règle. Voilà. C'est pas de la persécution. Hein. Non, mais c'est une rebeson plus que moi-même, je suis un amateur de football, je regarde les matchs, j'ai joué 22 ans au foot, voilà, donc j'ai rien contre, bien au contraire. Mais ils doivent montrer un certain exemple. Bon, alors une question peut-être sur votre circonscription avant de revenir après à des questions plus nationales. Ophuin qui demande, êtes-vous favorable à l'autoroute Poitiers-Limoges et à la ligne grande vitesse Poitiers-Limoges ? Alors, deux réponses. La première, c'est qu'il semble aujourd'hui difficile qu'on puisse avoir les deux en même temps. Mais c'est vrai qu'on a besoin d'une liaison rapide avec Poitiers. Je le dis d'autant plus volontiers que il y a maintenant 40 et quelques années, j'étais limougeot mais étudiant à Poitiers. Donc pendant 4 ans, j'ai fait l'aller-retour hebdomadaire. La route n'a pas changé, ou pratiquement pas. Donc on a besoin, je crois, en priorité peut-être de l'axe routier avant le raccordement à la ligne grande vitesse. Je crois qu'il faut savoir faire des choses. J'étais favorable aux deux, mais on sait qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui les deux en même temps. Donc la priorité va plutôt sur l'axe routier parce que c'est peut-être plus important pour le développement du nord de notre département. Et puis le raccordement à la grande vitesse, mais il faudra peut-être attendre un petit peu plus longtemps, sachant qu'aujourd'hui les priorités ferroviaires vont plus sur les transports du quotidien et l'entretien des lignes existantes. Et des lignes de rabattement dans nos territoires, ce qu'on appelle les TER, qu'à de nouvelles lignes TGV, on en a fait beaucoup. Et ça a peut-être fragilisé quand même financièrement la SNCF en capacité d'investissement. Voilà, mais c'est bien d'avoir aussi des questions sur, sur votre région. Alors, une autre question sur l'actualité. Vous avez sûrement vu ça. 4 ONG ont porté plainte contre l'État, contre son inaction devant les réchauffements climatiques. L'accusent en fait de ne pas assez agir. Donc c'est soutenu par de nombreuses personnalités au-delà de ces ONG, par des acteurs, par des youtubeurs que beaucoup doivent connaître. Est-ce que vous soutenez cette action en justice contre l'État ? Non, parce que je pense que l'État, en particulier la France, fait des efforts et que le problème de réchauffement climatique, si vous voulez, on le prend sur des petits points, etc. Je ne dis pas que chacun ne peut pas y contribuer, mais le problème essentiel n'est pas là. Il faut que le développement dans le monde se fasse avec des moyens moins polluants. Il faut d'abord penser aux pays qui se développent. Le problème du réchauffement climatique, c'est plus l'Inde et la Chine que la France et l'Italie. Ensuite, il y a un problème. Alors là, je vais être tout à fait
à contre-courant de tout ce qu'on pense, de tout ce qui est le mouvement actuellement, y compris les Gilets jaunes. Si on veut, je dirais, freiner ce phénomène, il faut cesser l'accélération des transports dans tous les sens. Aujourd'hui, on transporte des matières premières avec très peu de valeur ajoutée supplémentaire à différentes étapes, à travers l'Europe, à travers le monde. Et tant qu'on fera ça, je dirais qu'on n'arrivera pas à maîtriser ce problème de réchauffement climatique, ce qui veut dire qu'il faudrait qu'il y ait une augmentation généralisée du prix des transports et des carburants. Donc vous voyez que c'est tout à fait à contre-courant. Effectivement. Mais pas forcément pour faire Orléans-Paris, hein, mais je veux dire que quand on voyait des marchandises qu'on transporte à l'autre bout du monde, alors que ce sont des marchandises soit volumineuses, soit très pondéreuses, avec une faible valeur ajoutée, on se dit qu'il y a quand même du gâchis. Et là, par contre, je crois à la proximité, je crois au développement de l'économie circulaire, je crois que le vrai progrès dans nos pays, c'est l'industrie 4D, c'est-à-dire qu'on refabrique sur mesure pratiquement des produits finis avec de nouvelles technologies, on rapproche la production des besoins des personnes. Donc là, on est dans un esprit beaucoup plus de proximité, d'économie circulaire. Voilà, je crois que la vraie orientation, c'est ça. Ensuite, dire qu'on n'a pas respecté, etc. Bon, vous savez, il y a un certain nombre de contre-vérités. Je pense, par exemple, sur l'utilisation du papier. L'utilisation du papier qui est stigmatisée aujourd'hui, qui est une... Vous êtes imprimeur, on le rappelle. Oui, je suis imprimeur, donc je suis partie prenante, mais en dehors de la partie imprimée, la forêt a besoin d'être renouvelée. La forêt, alors il y a des forêts primaires qu'on peut conserver, mais même dans les forêts primaires, on fait des coupes et il y a de la régénération naturelle. Mais les forêts qu'on a en France, elles ont besoin d'être renouvelées, d'autant plus que les forêts jeunes, c'est-à-dire des forêts qui ont entre 20 et 50 ans, absorbent beaucoup mieux le carbone que des forêts plus anciennes, qui ont moins de vigueur, etc., parce qu'il y a moins finalement de végétation. Donc il faut faire attention lorsqu'on parle de ces sujets-là, notamment de l'utilisation du bois. Le bois construction, c'est génial. Le bois énergie, c'est tout à fait acceptable. Et le bois papier, ça ne le serait pas. Alors c'est celui qui se recycle le plus vite. Faire attention, si vous voulez, à des lieux communs qui sont développés sans qu'on ait vraiment une réflexion approfondie. Et si vous regardez aux États-Unis les GAFA, vous savez, ils sont concentrés aux États-Unis, je crois que c'est en État, je ne me rappelle plus, c'est la Virginie ou la Caroline du Nord. Pourquoi ? Parce que c'est l'État des États-Unis où l'énergie est le moins chère. Pourquoi elle est le moins chère ? Parce que là-bas, on rase les collines, on fait de l'exploitation de charbon à ciel ouvert. Oui, l'Internet, c'est aussi les collines de charbon aux États-Unis qui sont exploitées à ciel ouvert. Hein. Donc, voilà. Oui, bien sûr, c'est très large. Et le papier, c'est pas forcément la destruction de forêt. Donc, il faut relativiser un petit peu les choses. Et bon. Alors qu'on a eu un nouvel abonnement sur Twitch Prime, donc c'est encore là aussi un donateur sur Acropolis, c'est Raiga. Merci beaucoup Raiga pour ce don, ça fait très très plaisir. Enfin Acropolis en tout cas est très content, je pense. Ça fait très plaisir. On prend encore quelques questions, on a encore un peu plus d'un quart d'heure avec vous. Ça se passe bien, vous avez bien le principe, on a des questions qui viennent, ça réagit dans les commentaires toujours sur plein de sujets. Il y a plein de choses intéressantes. Ah mais n'hésitez pas à réagir si vous voyez des choses. Hein. Quelle liste aux européennes soutenez-vous, En Marche ou UDI ? Tom Gaillard qui demande ça. Non, moi je suis favorable à une liste qui soit une liste pro-européenne, c'est-à-dire pour vraiment faire de l'Europe un outil à la fois de développement et un outil de protection. L'UDI En Marche peuvent avoir des positions pas très éloignées sur le sujet, mais moi, au niveau radical, je pense qu'il faut dépasser même le cadre d'En Marche ou de l'UDI pour réunir les Européens, qu'ils soient très favorables au gouvernement ou qu'ils soient plus critiques. Je pense qu'il faut une liste des Européens. Voilà. Ouais, on a encore quelques mois. Vous pensez d'ailleurs que ce serait une bonne chose pour les Gilets jaunes de se former en parti politique ? Ce serait une bonne solution pour eux ? C'est assez hypocrite de dire ça. Parce que, d'abord, tactiquement, pour les autres partis politiques, effectivement,
il prendrait des voix à la France Insoumise et au Rassemblement National. Donc ça paraît relativement évident. Et ensuite, on voit bien qu'ils ont une difficulté à se structurer. Alors probablement, une partie d'entre eux peuvent se structurer. Et s'ils se présentent aux européennes, pourquoi pas? Enfin, ça fait partie de... S'ils y arrivent, chapeau. Ouais. Hein, voilà. C'est pas gagné. C'est pas gagné, mais s'ils y arrivent, chapeau, parce que là, ils sont quand même très divisés entre eux. Mais peut-être qu'une partie d'entre eux peut arriver à monter quelque chose. Et voilà, le risque pour eux, c'est de s'institutionnaliser, ce que ne veulent pas certains. Ouais. Ils veulent rester dans la contestation, et dès qu'on passe, il est plus facile si vous voulez, de contester que de construire. Oui. Ok, d'établir un programme politique, voilà. Et de vraiment voilà. Sur la citoyenneté, etc., on a pas mal de questions là qui ont été remontées sur les dernières minutes. Il y a une question de Majlané qui demande: pensez-vous que les processus législatifs actuels peuvent être améliorés? En particulier, pensez-vous qu'une meilleure utilisation des nouvelles technologies puisse les simplifier et ou accélérer? C'est un peu long comme question. Oui, alors moi je ne le vois pas tellement sous nouvelles technologies. Je pense que les processus actuels peuvent être très grandement améliorés parce que c'est très lourd. Je vais vous faire une confidence, si vous voulez. C'est pas politiquement correct. Il me semble que le pouvoir en France, même si je le vois d'assez près, il me semble que le pouvoir, c'est 75% l'administration et 25% les responsables politiques. Voilà, donc c'est un constat qui n'est pas très réjouissant, mais j'ai l'impression qu'on se heurte toujours à la même haute administration, qui est à peu près la même. On change de président, de Nicolas Sarkozy à François Hollande, à Emmanuel Macron, et qu'on a besoin de cette haute administration parce qu'il y a des gens qui sont des techniciens, je dirais, qui sont indispensables. Mais il ne faut pas qu'il pèse trop dans la décision, il faut laisser plus de décisions aux politiques, et il faut que le politique, je dirais, consulte plus aussi les corps intermédiaires, les électeurs, la base, etc. Voilà. Je crois qu'il y a une concentration de la décision et du savoir, comme l'a expliqué peut-être à tort M. Legendre. Voilà. On en revient à un certain niveau. Bon, on stigmatise Bercy, qu'il y a des gens formidables à Bercy, mais il faut qu'ils mettent leurs compétences au service des élus et non pas au service de ce qu'eux souhaitent. Ouais. Une question de Jérémy Levrault, mais c'était sur Twitter avant le début de l'émission, qui évoquait notamment la possibilité de tirer au sort des sénateurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis contre les systèmes de tirage au sort. Ok. Systématiquement. Pourquoi? Bon, parce que c'est le hasard. Moi, je veux bien je dirais qu'on gouverne une société par tirage au sort, mais ça me paraît pas un bon système, parce que les gens tirés au sort, il y a des gens qui n'auront pas envie d'être tirés au sort. Enfin voilà, je veux dire que vous pouvez. Non, je crois que le système de tirage au sort n'est pas la bonne solution. C'est le hasard. Hein. Ouais. Si vous confiez un projet simplement au hasard, voilà, c'est pas ma vision. Ok, bah écoutez, on entend votre retour. Il y a eu deux questions, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, mais sur les collaborateurs parlementaires. Oui. Ménéline qui demande: à quand une réelle amélioration des conditions de travail des collaborateurs et une évolution du statut? Je ne sais pas si il ou elle. Oui, alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce que en tant que vice-président du Sénat, je préside l'AGAS, qui est l'association qui assure la gestion des collaborateurs parlementaires. Certains doivent être au courant et en ont profité pour poser des questions. Certains sont au courant, ils ont raison. Donc, nous sommes en train de mettre en place, et on est sur le point d'y arriver, avec d'ailleurs les représentants des collaborateurs, qu'il s'agisse d'associations ou de syndicats, une instance de dialogue social, de manière effectivement à trouver les moyens de mieux encadrer le travail des collaborateurs parlementaires, qui sont des postes intéressants, mais avec à la fois beaucoup de contraintes et beaucoup de libertés, et qui peuvent être, je dirais, dans leur très variables suivant les employeurs qu'ils ont, parce que chaque sénateur est un employeur. Donc il ne s'agit pas de rigidifier le système, il s'agit simplement de l'encadrer et d'avoir un véritable dialogue social. Pour expliquer, en fait, il y a une enveloppe, chaque sénateur a une enveloppe, c'est ça? Oui. Il gère son enveloppe comme il veut, s'il en veut un, s'il en veut plusieurs. C'est la GAS qui gère pour lui, au niveau purement comptable, virement, règles de calcul, de retenue, etc. Mais il a une enveloppe et il rémunère ses collaborateurs.
Donc effectivement, il faut avoir, je vous dis, il y a beaucoup d'avantages à être collaborateur, mais il y a aussi des inconvénients. Les inconvénients, c'est que ça peut être à géométrie variable suivant le sénateur avec lequel vous travaillez, suivant ses méthodes, suivant où est-ce qu'il habite. Enfin voilà, en région parisienne et en province, c'est pas forcément la même chose. Et puis il y a néanmoins une certaine précarité, c'est-à-dire que le licenciement, assimilé à un licenciement économique, est de droit lorsqu'un sénateur s'arrête. Donc ça peut être quelque chose, il y a quand même une rotation importante. Sur 800 et quelques collaborateurs, au dernier renouvellement, je crois qu'on a eu une rotation sur plus de 200 collaborateurs. Donc il faut tenir compte aussi de cette précarité qui peut être enrichissante pour rebondir ensuite avec soit d'autres sénateurs, soit ailleurs, mais qui est quand même une incertitude. On a des certitudes d'emploi sur 5 ans, quoi. Je veux dire, bien sûr, totalement. 6 ans. Écoutez, je pense que ce sera la dernière question, parce qu'on approche déjà de la fin. Et puis voilà, on a eu beaucoup de questions. Ça fait super plaisir. J'espère que ça vous avez passé un bon moment, en tout cas, pendant l'émission. Merci pour toutes vos questions. On n'a pas pu toutes les poser, mais on a posé une grande partie des questions qui sont revenues assez souvent. Vous avez passé un bon moment, ça vous a plu? Bien, mais je suis désolé parce que je vois tout un tas de questions intéressantes, voire critiques. Il y avait du tirage au sort pendant la Grèce et la Rome antique, oui, c'est vrai. Effectivement. C'est vrai. Il y a toujours du tirage au sort pour les jurés, c'est vrai que ça réagit beaucoup là-dessus. Il y a plein de choses intéressantes sur la technostructure et la formation des élus, sur... C'est vrai, mais bon, on a essayé de répondre à un maximum des questions qui sont venues. En tout cas, merci d'être venu. C'est un exercice très, très intéressant. C'est vrai, vous avez trouvé ça, sympa. Non, c'est bien d'avoir des questions qui viennent directement et qu'on puisse nous les remonter. Merci en tout cas à O-Gaming de nous avoir accueillis dans ces beaux plateaux, ce beau studio, à Public Sénat évidemment, à Acropolis, c'est une émission Acropolis et Public Sénat qui est faite ensemble, à Perceval qui est là ici sur le chat et qui a fait remonter pendant toute l'émission les différentes questions, donc c'est grâce à lui aussi que cette émission est possible. Voilà, merci aux bouchons parisiens qui nous ont fait des big un peu de retard. Merci de votre accueil et puis une très heureuse fin d'année à tous ceux qui ont suivi cette émission. Et c'est un grand plaisir. Le prochain live, qu'est-ce que c'est sur Acropolis? C'est Party Time avec Adrien, demain à 14h30. C'est une émission en fait de discussion, de débat sur les partis politiques où ils reçoivent des invités qui sont membres de partis politiques. Ils discutent de tout ça. Donc il y a eu des représentants de différents partis qui viennent et voilà, ils vous remercient dans le chat, ça fait plaisir. Merci à monsieur le sénateur Ego, merci, voilà, ça fait plaisir. Bonne fête à vous qui avez suivi ce live. Donc prochain live sur Acropolis demain à 14h30. L'invité sera Ghislaine Séné qui est conseillère régionale d'Europe Écologie Les Verts et qui est aussi maire, donc ce sera l'occasion de parler de tout ça. Très joyeuse fête à vous aussi. Merci. Et bon courage pour les derniers jours, si vous finissez d'ici vendredi. Et puis on se dit à très vite sur Acropolis et Public Sénat. Drop a shadow, you're about to